la planification. Quand on fait la planification, on fait la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, on fait le suivi, évaluation. Et donc, ça, je dis, tous ceux qui interviennent, peut-être que tous les acteurs n'interviennent pas au même moment et dans tout le processus. N'est-ce pas? Mais la chaîne que nous venons de décrire là, chaque acteur, tous les acteurs que nous avons cités, vous allez voir qu'il y a au moins, si un acteur n'intervient pas dans tout le processus, il intervient dans un processus, c'est-à-dire dans une étape. Soit il intervient dans la mise en œuvre, ou bien il intervient et dans l'initiation, et dans la planification, et dans la mise en œuvre. Ouais. Maintenant, n'oublions pas que, malgré la multitude de ces acteurs-là, que cela se fait dans un cadre bien défini. Et ce cadre bien défini, c'est quoi? Les ONG qui font beaucoup d'interventions sur le terrain, à travers l'appui des partenaires techniques et financiers. Les collectivités qui font beaucoup d'interventions sur le terrain, dans le domaine de la santé, bien sûr, l'État qui intervient, les communautés qui interviennent, vous avez parlé de la diaspora. Mais tout cela se fait dans un cadre bien défini. Et ce cadre, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé du cadre de concertation la fois passée ici. Oui, c'est le cadre de concertation. Tout ce qu'on fait, concertation, planification, suivi, évaluation, là, c'est dans un cadre bien déterminé. C'est quoi ces cadres-là? Un cadre de développement. Oui, ce cadre de développement, c'est quoi en matière de santé? L'amélioration de l'état de santé. Hein? L'amélioration de l'état de santé. Oui, ça, c'est un objectif. C'est la politique de santé. La politique de santé. On dirait que c'est pas en direct. Hein? Exactement. Non, vous êtes peut-être que c'est moi qui pose mal la question. Je sais que vous comprenez. Oui, toutes ces interventions se font dans le cadre de la politique de santé. Et cette politique de santé est élaborée, est initiée par qui? Par l'État. Par l'État. Vous comprenez? Par l'État. Et la fois dernière, nous avons vu quelques objectifs en lien avec la politique de santé. C'est-à-dire, quels peuvent être les objectifs de politique de santé? Nous avons vu quelques exemples. Je ne dis pas que c'est des objectifs figés. Comme je l'avais dit, oui, je voulais dire que toute politique de santé, même si ce n'est pas formulé comme ça, doit avoir comme objectif l'amélioration de l'état de santé de la population. Ça, c'est clair. Peut-être que ce n'est pas formulé comme ça, mais dans le fond, on doit trouver ça. Alors, puisque c'est l'État qui définit la politique de santé, qui donne les grandes orientations, qui définit l'objectif global et les objectifs spécifiques, et qui dit quelles sont les priorités de l'État en matière de santé, nous allons voir le rôle de cet État dans la politique de santé. Pour vous, ce rôle peut être quoi? On a déjà dit l'État initie, l'État coordonne, l'État coordonne parce que ce n'est pas l'État seul qui élabore, l'État coordonne le processus d'élaboration de la politique de santé. Ou bien, l'État donne les grandes orientations. L'État définit l'objectif de la politique, les objectifs spécifiques, ainsi de suite. Maintenant, l'État seul ne fait pas ça, n'est-ce pas? Alors, quel est le rôle de l'État dans ça, en plus de ce que nous venons de dire? Pour vous, quel rôle l'État est appelé à jouer dans ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez certains domaines, par exemple, le domaine de la sécurité, là, hein? Je ne sais pas
la situation du pays. On ne parle pas de privé. Mais est-ce qu'il y a une intervention de privé dans la sécurité? Non. N'est-ce pas? Mais c'est un secteur où on donne la possibilité aux acteurs de faire des interventions, mais dans un cadre bien défini, qui est la politique, dans lequel on va voir juste le rôle de l'État. L'État, ah bon? Oui, allez-y, Hervé. Je voulais dire que l'État doit réguler. Il doit être. L'État doit réguler. Oui. Il le régule quoi? Bon, oui. Toutes les activités où. En lien avec la politique de santé. Oui, c'est ça. Et c'est exactement oui. Ça. Rôle d'investissement, donc le financement, n'est-ce pas? Oui. Ah, oui. Et puis, rôle d'investissement. Et qui parle d'investissement parle de financement. Donc, le rôle de l'État n'est pas négligeable dans le financement du système ou dans la politique de santé. Mais l'État n'est pas seul, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais l'État joue un très grand rôle dans ça. Oui. Ensuite, quelle régulation est dans quelle autre activité? Rôle d'appui stratégique. Rôle d'appui stratégique. Oui, d'appui stratégique. L'appui stratégique là. Oui, j'ai revenir à vous. Okay. Parce que vous êtes trop malin. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est tellement vrai. Mais il est vraiment explicite, quoi. Oui. Professeur? Oui. En tout cas, nous, on a un tout petit problème par rapport au son, en tout cas à mon niveau. Oh là là. Oui, maintenant, voilà, je vous entends. Maintenant, la question, c'était quoi? C'est par rapport au rôle de l'État, non? Oui. OK. Voilà, on a demandé quel est le rôle de l'État. OK. Dans la politique de santé, sachant qu'on vient de citer d'autres acteurs qui interviennent avec l'État. Mais on veut se concentrer sur le rôle spécifique de l'État. Oui. Dans ça, dans le processus. Bon, maintenant, est-ce que moi, je peux dire, par exemple, que l'État, par exemple, a au moins 4 à 5 rôles? OK. Vous pouvez nous citer? Oui, il doit avoir comme rôle, c'est-à-dire traditionnel, d'organisation et de réglementation. D'organisation et de réglementation, oui. Oui, et puis, il y a un rôle aussi, n'est-ce pas, c'est-à-dire de protection. De protection. Oui, et de contrôle, quoi. De protection. Organisation et réglementation, protection, c'est-à-dire de contrôle. Oui, ça fait 4. Bon, voilà, moi, je pense qu'à mon avis, hein, c'est exact. Ok. C'est exact. Ok. C'est exact. Mais il y a aussi le rôle de financement. Ah, ok, c'est vrai. Maintenant, contrôle et réglementation là peuvent être mis ensemble, quoi. Ok. Parce que on contrôle par rapport à quoi? Par rapport à une norme donnée. Et voilà, cette norme, les établissements, oui. Oui, et cette norme-là est définie par la réglementation. C'est-à-dire, quand vous dites que vous devez contrôler quelqu'un, oui, le contrôle se fait autour de certaines normes. N'est-ce pas? Que tout le monde sait. Oui. Et donc, réglementation et contrôle, là, ça fait ensemble. C'est deux choses qui vont ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, on a parlé du rôle de financement, parce que le rôle du financement de l'État n'est pas négligeable. La fois dernière, on a dit que malgré que nos États ne soient pas capables d'atteindre un taux à hauteur de 15%, n'est-ce pas?
de leur budget dans les systèmes de santé que l'État contribue beaucoup. Et nous avons vu que le Mali a une moyenne en termes de pourcentage qui tourne autour de combien? La fois dernière, on dit 6%, 6-7%. C'est-à-dire la part du budget national alloué au financement du système de santé. C'est petit, hein, mais c'est pour un pays aussi comme le nôtre. Si tu calcules ça sur, tu fais le rapport sur la loi des finances, c'est aussi beaucoup. N'est-ce pas? Donc, l'État joue un très grand rôle là-bas. Il y a aussi, par rapport aux normes, c'est-à-dire la réglementation dont nous avons parlé, le rôle de formation. Et je dois dire que c'est là quand l'organisation, contrôle et réglementation, effectivement, intervient, c'est tout ce qui est stratégique, comme vous l'avez dit. Parce que, obligatoirement, quand on définit une politique de santé, on définit des objectifs, on doit se dire quelles sont les stratégies nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans l'horizon. Donc, obligatoirement. Mais c'est inclus dans tout ce qui est organisation, quoi. Voilà. Maintenant, c'est pas tout. Il y a aussi le rôle de... Oui, gouvernance, ça c'est indéniable. L'État, bon, gouvernance aussi peut être ajoutée au contrôle et à la réglementation. Gouvernance, quoi? C'est l'utilisation optimale, n'est-ce pas? Par exemple, de ce qui peut être considéré comme ressources. Ou bien, par exemple, l'utilisation adéquate des ressources humaines de la santé. Ça, c'est un rôle de gouvernance. Ou bien, par exemple, un exemple, les sages-femmes qui sont en ligne. On sait que plus de 50% des sages-femmes du Mali sont à Bamako. Ça, et là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de demandes en cours. Hein? Donc, ouais, ça, c'est un problème de gouvernance dans la répartition spatiale et selon les besoins des populations. Une inégalité de perception. Exactement. Entre et le milieu. Alors que la majeure partie de la population se trouve en milieu rural. Là où il y a le besoin, il a dit que le personnel n'est pas là-bas. Mais je ne dis pas que c'est la faute aux sages-femmes ou bien aux médecins. Hein. Parce que si on ne met pas les conditions, d'abord les conditions sécuritaires et puis les conditions même optimales de vie, hein, tu vois, les gens ne vont pas rester. Et donc ça, c'est un problème de gouvernance. Autre problème de gouvernance, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut considérer comme l'utilisation non rationnelle des ressources financières et même matérielles. Donc, et dans ça, il y a appelé comme, peut-être vous voulez, la corruption. Hein? Parce que j'évite ce mot-là. Hein? Que les gens souvent ne comprennent pas au Mali. Mais quand on parle d'utilisation non optimale, ou bien non rationnelle des ressources, n'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup de gaspillage de ressources qui sont liés au fait, pas seulement au détournement, mais à la corruption, mais de la non-maîtrise même des règles et des procédures. C'est pourquoi, quand le vérificateur général fait son rapport, on dit des manques à gagner. On utilise des termes manques à gagner. Mais le commun du mortel comprend que tout cet argent a été détourné. Non. Hein? Par exemple, vous êtes directeur de l'hôpital Gabriel Touré. Il y a coupure d'électricité au Mali. C'est-à-dire que l'hôpital est alimenté par Edem Énergie du Mali. Et on sait qu'à partir de mars-avril, il y a coupure d'électricité. Et l'hôpital ne peut pas aller avec ça. Ou bien. Donc, vous êtes dans le besoin d'avoir un groupe électrogène qui peut alimenter. Oui. N'est-ce pas? Je donne un exemple bidon, quoi. Et le besoin est là. Le processus d'acquisition de ce groupe doit obéir à des règles de procédure de passation des marchés. Mais je vous assure que ces procédures-là, avant d'acquérir le groupe, vous allez faire 3 mois. Parce que les règles sont très claires. C'est-à-dire, quand vous faites l'avis, il y a un certain nombre de jours à donner aux prestataires pour postuler. Minimum 15 jours. N'est-ce pas? Ensuite, quand vous allez recevoir, vous allez vers les ouvertures.
les dépouillements. Vous allez faire les évaluations. Vous allez répondre à ceux qui ont été présélectionnés pour dire qu'ils ont été présélectionnés. Et ceux qui n'ont pas été présélectionnés, vous allez leur dire qu'ils n'ont pas été présélectionnés. Et leur donner un délai supplémentaire s'ils ne sont pas d'accord. La loi leur autorise à vous contre-attaquer s'ils ne sont pas d'accord avec votre rapport. Oui, oui, oui. Donc, il y a un délai supplémentaire à leur accorder. Et une fois que ce délai est passé, il n'y a personne qui vient pour dire que je ne suis pas d'accord. Et ce délai-là, le minimum, c'est combien de jours? C'est 7 jours, je crois. Une semaine. À partir de la date de notification. Oui. N'est-ce pas? Et donc, quand vous allez faire ça, peut-être que c'est même le dépouillement provisoire. N'est-ce pas? Pour les techniques, après vous allez aller à l'évaluation. Dépouillement à l'évaluation. Ainsi de suite. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous allez finir avec tout ça, vous envoyez le rapport de sélection à l'avis de non-objection des marchés publics. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'accord juridique. N'est-ce pas? Ils vont voir est-ce que l'achat de ce groupe-là était dans votre plan de passation depuis le début de l'année. Est-ce que le montant c'est ça? Est-ce que la procédure a été acceptée avant de donner leur avis? Et quand ils vont donner leur avis, vous allez faire le dossier, vous allez faire le montage du dossier. Et après, à ce moment, vous allez faire la notification provisoire à la personne qui a été sélectionnée. On dit notification provisoire. Ouais. Et vous retournez encore le truc au marché public pour numérotation. Ça va vers des va-et-vient. Au même moment, les gens sont en train de mourir. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Comprenez? Ça, c'est des choses c'est un problème. Maintenant, vous êtes là, il y a un fournisseur qui dit, je vous amène le groupe demain. Maintenant, vous dites, moi, je m'en fous des règles de procédure de passation de marché. Je veux sauver la vie des populations. Les procédures de marché public vont considérer que le fait que ce fournisseur a déjà fourni, parce qu'il a de l'argent, hein, que c'est anticoncurrentiel. C'est une violation de la loi. Parce que vous êtes obligé de me donner le marché à celui-là. Comment? Pour le payer. Ça veut dire que vous n'avez pas donné la possibilité à d'autres personnes de postuler. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand et entre-temps, s'il y a une vérification qui tombe, trouvez que le processus de paiement de celui qui vous a fourni le groupe là n'a pas été fait là. On va dire que vous avez, oui. On va écrire pour dire que vous avez, c'est une tentative de corruption. Et peut-être qu'au moment où on est en train de faire la vérification, ça trouve qu'on vous a relevé. Vous n'êtes plus directeur de l'hôpital Gabriel Touré. Donc, peut-être le directeur qui va venir va dire que je ne reconnais pas. Et là, si vous avez la chance, on va vous appeler au pôle économique. Sinon, on va faire un mandat de dépôt. Donc, les gens vont dire que voilà, les gars, il a détourné nos ressources. Ça, c'est la presse et les citoyens lambda. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Au Mali, c'est très fréquent. Mais ce que moi, je voulais poser comme question. Oui. Et si, peut-être que si l'hôpital a des fonds propres, oui. Si vous allez acheter ces groupes-là à travers les fonds propres, est-ce que ça va poser des problèmes? Parce que normalement, ce fonds propre-là, c'est des ressources de l'État qui ont obéi à des règles d'exécution des finances publiques. Hein? Les procédures. Au fait, je suis en train de vous expliquer. Donc, il y a trop de problèmes comme ça. Et ce qui fait que... il y a ça. Donc, on parle d'utilisation non optimale. Il y a aussi le fait que, je vous ai dit la dernière fois, que les activités se trouvent financées de façon doublon dans les activités des différents départements. Quand on fait la loi des finances, là, vous allez voir que les gens veulent faire les mêmes activités avec les mêmes montants. Vous avez budgétisé 1 milliard chez vous pour faire certaines activités qui se trouvent chez d'autres. Ils ont budgétisé. Parce que la politique de santé n'est pas seulement du ressort du ministère de la Santé ou bien des directions techniques de la santé. N'est-ce pas? Et donc, tous les acteurs qui interviennent sur ces questions, sur ces actions-là, vont budgétiser à leur niveau. Donc, il y a une utilisation non optimale.
On utilise beaucoup de ressources pour la même activité, mais par des acteurs différents. Et ça, c'est dans un manque, ça, c'est une faiblesse même dans la planification. Comprenez? Parce qu'on est dans la gestion mode budget programme. Ça veut dire quoi? Vous planifiez en ce moment et en ce moment, on donne l'argent en fonction de votre planification. On ne va pas s'éterniser sur ça. On va voir ce que vous avez dit. Ouais. Donc, voilà un peu ce que vous étiez en train de dire. Ce qu'on n'a pas cité ici, c'est, bon, même dans le cas de la politique des médicaments matériaux et biomédicaux, là, on peut mettre ça dans le cadre de la réglementation et du contrôle. N'est-ce pas? Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est le rôle, le fait de mettre des infrastructures. N'est-ce pas? C'est-à-dire les infrastructures sanitaires, le rôle de l'État. L'État doit mettre les infrastructures adéquates pour assurer les examens de santé. Bien. Oui. Normalement, ça fait partie de l'État. Absolument. Donc, c'est ce qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire qu'il y a la formation, il y a le recrutement du personnel. Oui, mais en réalité, quand on parle d'investissement, je pense que même la politique de l'État santé, politique des infrastructures sanitaires, l'investissement, je pense que ça doit futur. Absolument, absolument. Parce que l'investissement doit permettre de prendre non seulement les charges du personnel qu'on recrute, les formations, voilà. Mais également aussi les infrastructures et l'achat des médicaments. Oui. Hein? L'approvisionnement. Ce que vous appelez la chaîne appro, n'est-ce pas? Donc l'État joue un rôle dans tous ces processus-là. Seulement ici, on l'a détaillé. OK? Ça permet de comprendre quoi. Parce que vous dites, si on se limite au financement, si on ne donne pas les détails, les gens ne vont pas comprendre. OK? Bon, alors que les gens vont vous dire que c'est comme si le financement était suffisant pour faire face à tout, quoi. N'est-ce pas? Alors que c'est pas seulement c'est pas ça on peut avoir les ressources et ne pas pouvoir atteindre les résultats. Vous, des acteurs qui interviennent dans les ONG, on peut avoir les ressources à atteindre les résultats. Et le contraire aussi. Ah oui, le contraire. Voilà. On peut avoir le financement et ne pas atteindre les résultats. OK? Ça, c'est possible, non? C'est possible, parce que souvent avec l'insécurité là, quand tu travailles dans certaines choses, avec l'insécurité, souvent ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses là. Absolument. Et maintenant, à travers, quand tu fais analyse des indicateurs là, tu vas voir que ce qui est écrit dans le document projet, ce qui a été atteint, ça peut être différentes. Oui. C'est vrai. Donc, comme vous l'avez dit, la formation. L'État. La politique de l'État est centrée sur les professions de santé et cela à travers la formation. Et il s'agit de la mise en place ici d'établissements pour la formation initiale. Et ces établissements, c'est quoi pour vous? Vous avez tous fait la faculté de médecine, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'État. Et en dehors de cette faculté de médecine, il y a d'autres structures de formation pour assurer, par exemple, la formation initiale. Ça veut dire quand on parle de formation initiale, tout ce qui est formation diplômante. Oui, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les sages-femmes, tout ça, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. Tout ce qui est formation diplômante, c'est ça la formation initiale. Souvent, les gens ne font pas la différence. La formation continue, c'est, par exemple, vous, dans vos activités quotidiennes, ce qu'on appelle les recyclages et autres là, c'est ça la formation continue. OK? Voilà. Donc, l'État aussi assure le contrôle direct sur l'entrée dans les professions de santé. Par exemple, votre fameux numéris là. Numéris clausus. Numéris clausus, c'est ça, qui est très sélectif, n'est-ce pas? Et ça continue, non? Oui, le docteur Damele fait beaucoup de choses sur ça. Oui, Damele, il faut partager votre expérience avec nous sur ça, là. Les particuliers.
OK. L'État soutient la formation médicale, c'est-à-dire tout ce qui est aide aux écoles professionnelles, les bourses d'études et autres là. L'État joue ce rôle-là. Ouais. Donc ça, c'est le rôle de l'État dans le cadre de la formation, dans le cadre du personnel de santé. Mais pas en termes de recrutement d'abord, mais en termes de formation. Parce que pour recruter quelqu'un, il faut d'abord lui donner les rudiments nécessaires par rapport au secteur bien déterminé. OK? Donc ça, c'est un rôle de l'État. Je pense que vous avez cité ces rôles-là. OK? Maintenant, moi je dis pour quelles raisons l'État accorde-t-il son soutien à l'enseignement médical? Ça peut vous poser à réfléchir au-delà de ce qui est mis dans la diapositive. Je vous avais dit que je ne suis pas trop théorique. OK? C'est parce que c'est pour vous donner les pistes de réflexion. Hein? Pour quelles raisons l'État accorde-t-il son soutien à l'enseignement médical? Oh, pour améliorer la qualité des soins. Seulement? Il y a beaucoup de choses là. Pour améliorer la qualité des soins. Je vais être très extrême. Oui? Assurer la disponibilité des ressources humaines de qualité aussi. Oui. Il y a ça. En fait, ça, c'est des objectifs même qui viennent après. Mais pour vous, là, quand Mali a décidé d'avoir des écoles de santé, hein? Qu'est-ce qui était derrière ça? C'est pour couvrir. Oui. C'est pour assurer une couverture médicale. Donc, si je dis couverture, oui, à la population. C'est pour réduire quand même l'écart du nombre d'agents par rapport à la population. Le nombre? Le nombre d'agents, c'est-à-dire les ratios. Oui. Non, les ratios. Oui, oui. Oui, je suis tellement d'accord avec vous. Mais en fait, moi, je voulais beaucoup plus radical que vous. C'est-à-dire que, posons les fondateurs du Mali. Oui. Non, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez décidé de mettre en place des structures sanitaires pour assurer la formation initiale des gens. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce que vous amènera à faire ça? Le renforcement des ressources humaines. Avant même de renforcer les ressources humaines. Il a dit ici, en fait, vous avez raison, mais comme je ne suis pas médecin là, c'est pour... Je ne sais pas. Oui. Il dit pour assurer la survie. Oui. Lors du premier cours, j'ai dit pourquoi on doit faire santé. Vous avez dit que c'est pour maintenir la vie, non? Oui. Comment? Oui. Donc, sans système de santé, il y a pas, on suppose qu'il n'y aura pas d'assurance de maintenir la vie à la population. Oui, non? Et donc, on assure la survie à la population à travers les systèmes de santé. Maintenant, tout ce qui vient après, le renforcement du personnel, améliorer les ratios, tout ça, c'est autre chose qui vient après. Mais ça dit que la première idée qu'un individu, un État doit avoir en disant, je vais créer des écoles de formation pour assurer la formation du personnel sanitaire, la formation initiale. D'abord, je veux assurer la survie à la population. Ça, c'est clair. Dans tous les autres objectifs que vous avez cités là, je viens après. OK? Maintenant, assurer la survie à une population donnée peut être objectif global. Maintenant, les objectifs que vous avez cités là peuvent être des objectifs spécifiques. Et lorsqu'on arrive à atteindre ces objectifs spécifiques là, on assure la survie de la population. C'est vrai. Je ne dirais même pas la santé de la population parce que c'est pourquoi je dis je vais être radical. Parce qu'on sait que l'une des causes de la mortalité de l'individu, c'est la maladie. La maladie est l'une des causes, la cause première de la mortalité.
Si on fait les classements, il y a des Oui, gens c'est vrai. il y a des gens qui meurent par accident, il y a des gens qui meurent sur le champ de bataille, mais on sait que la maladie là, c'est pourquoi chez nous là, quand quelqu'un meurt, on dit comme vous mal. Combien? C'est ça, non? Ça, c'est le premier réflexe de l'individu. Quand quelqu'un meurt, on se dit comme on est malade. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il était malade. N'est-ce pas? Donc, on veut assurer la survie des individus. Mais c'est là à travers quoi? C'est là à travers tous les autres objectifs que vous avez cités. Améliorer l'état de santé, améliorer les indicateurs de santé, améliorer le ratio personnel santé-population et tout ce que vous avez cité comme objectif que je considère comme spécifique. Ensuite, autre rôle de l'État, vous l'avez déjà dit, c'est d'abord sur le marché du travail, c'est-à-dire le recrutement du personnel. Ça, c'est un rôle primordial aussi qui revient à l'État. Donc, l'État contrôle et facilite l'insertion sur le marché du travail. Des gens qui sont formés. Ou bien, quand on dit l'État contrôle, aujourd'hui, si on dit qu'il y a un concours qui concerne un secteur de la santé, là, est-ce que moi, je peux postuler si je ne suis pas spécialiste de santé? Ou bien, ce contrôle commence par quoi? Merci. Quand je vais déposer mes dossiers là pour un concours, hein, pour spécialiste de santé, on va contrôler mon diplôme. Si je ne suis pas autorisé à concourir là, on va rejeter mes diplômes. Ou bien, ça c'est déjà un premier niveau de contrôle. Donc, l'État gère ça. L'État donne également les licences. Par exemple, parmi vous, il y a des gens qui sont détenteurs de cliniques, ou bien de pharmacies, d'autres structures. Mais tout cela, c'est réglementé, comme vous l'avez dit. Donc, c'est l'État qui autorise. Ou bien, même si on sait qu'il y a des insuffisances. Même si on sait qu'il y a des insuffisances. Donc, j'ai parlé de recrutement des fonctionnaires. Et pour le privé, on a dit, je ne sais pas quel est le nom réel, mais j'ai parlé de certification de compétences privées. Et en cas de crise, par exemple, dans le cas du numerus clausus là, l'État est chargé de la révision de ce numerus là. OK? Ce rôle-là revient à l'État, non? C'est vrai? S'il y a une crise de médecins, ils doivent augmenter le quota. Ils doivent augmenter le quota. Oui. Voilà, pour voir les critères. L'État peut revoir les critères. OK? Ensuite, vous avez parlé d'un autre rôle par rapport par exemple, j'ai parlé d'infrastructure ou autre, mais également de la répartition. La répartition tient compte de trois paramètres. Quels peuvent être ces paramètres selon vous? Quand on parle de la répartition. La répartition de quoi? Oui, en fait, La répartition. Oui. Oui. C'est par rapport. La répartition par rapport à. C'est par rapport aux infrastructures, les personnels et puis même les finances. Les finances. Oui. La population aussi. La population. La population. Oui. Voilà. C'est-à-dire Oui. que c'est ça. Donc, Oui. on parle des ressources humaines, on parlait des infrastructures et puis de la population. Parce que on fait la répartition du personnel de santé en fonction de la taille de la population. On fait aussi la répartition normalement des ressources financières et même matérielles en fonction aussi de cette taille de la population. Et
la répartition des infrastructures également. C'est important. En fonction aussi de cette taille, je veux dire. Même si on sait qu'au Mali, on dit chaque rayon de 15 km, de 5 km. Dans certaines zones, on ne peut pas respecter ça. Non. Voilà. Si tu veux mettre une infrastructure de santé dans chaque rayon de 5 km dans la région de Kidal, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et donc, vous avez raison en disant que c'est en fonction de la population aussi. C'est important. OK? Donc, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on a dit. S'assurer que l'ensemble du territoire est couvert et veiller à la réduction des inégalités. N'est-ce pas? Et ça, c'est en fonction de tout ce que vous avez dit. Parce que, comme je l'ai dit, si vous dites sur chaque rayon de 15 km et que vous mettez le nombre d'infrastructures dans la région de Gao en tenant compte de ces mêmes critères à Sikasso, il y aura des inégalités. Ouais. Dans certaines zones de Gao, peut-être que c'est 10 personnes qui ont accès au centre de santé. Par contre, à Sikasso, ça va être le contraire. Ou bien, dans la région de Koutchala, de Bougouni maintenant. Voilà. Donc, en cas de répartition inégalitaire, l'État prend des dispositions de construction de nouveaux établissements de soins et l'incitation pour l'installation des professionnels dans les zones dites désertiques, par exemple. Je vais vous citer par exemple un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez à la télé le lancement du redéploiement des 223 sages-femmes. Redéploiement. Oui. Par le projet SWET. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. C'est fait avant-hier. Oui. Procès, pardon, je n'ai pas suivi. Oui. C'est de nouvelles. En fait, je disais un exemple, quand on parlait des incitations pour l'installation des professionnels de santé dans les zones désertiques. Ça peut être même pas des zones désertiques, mais dans les zones reculées ou difficiles. Appelé comme ça. J'ai pris l'exemple du projet SWET qui vient de recruter 223 sages-femmes et qui vont être redéployés dans les CESCOM, les centres de santé communautaires dans les zones reculées, dans les zones difficiles. En tout cas, dans les CESCOM qui n'ont pas assez, ou bien qui n'en ont même pas. Non, c'est des sages-femmes. Les sortants, c'est des nouvelles recrues. Oui, c'est de nouvelles recrues. Vous n'êtes pas au courant de ça? Non. Si c'est le Premier ministre a fait le lancement. Exactement. Il y a 2 jours, de cela. C'est fait lundi, effectivement. Oui, c'est le lundi, oui. C'est ce que nous cherchons. En fait, qu'en parlant de planification, il y a 2 ans, on a planifié des activités comme ça. On a planifié. Je suis acteur d'élaboration de ce projet. C'est la phase 2. Lors de la phase 1, on a recruté 105 sages-femmes. Et après une évaluation, oui, on est. Il y a combien de sages-femmes qui sont restées? Parce que c'est ça le plus important aussi. Oui, c'est vrai. Ils ont ces chiffres-là, comme je suis plus là-bas. Mais on sait quelles sont les sages-femmes qui sont restées. Mais déjà, on est allé plus loin. On n'est pas resté pour voir quelles sont les sages-femmes qui sont restées. On est allé interroger les indicateurs de santé. Par exemple, les taux de contraception les taux d'accouchement assisté, par exemple, voilà. Ça, c'est un exemple. Et vous savez que ces indicateurs sont en lien avec l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. Et donc, c'est tout le taux de ces 4 là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'après l'évaluation,
de la première phase où on avait recruté 105 sages-femmes qui ont été redéployés, si on est allé au recrutement de 223, ça veut dire que l'évaluation était très concluante lors de la première phase. Je ne peux pas te donner celles qui sont restées, mais il y a beaucoup qui ont été remplacées aussi. Professeur, bonsoir. Oui. Voilà, par rapport à la question des sages-femmes, c'est un projet de 2 ans. Donc, après 2 ans, c'est fini. Oui, oui. En fait, ce qu'on avait demandé au ministère de l'administration territoriale, oui. C'est-à-dire, ça coïncidait avec la crise institutionnelle là. Mm-hmm. On était en train de travailler à insérer ces sages-femmes-là. Mm-hmm. Mais l'un des grands risques a été l'instabilité institutionnelle. Vous savez, quand on chasse un pouvoir, un régime, c'est pas facile, quoi. Sinon, lors de la première phase, on était en train de travailler, puisque la santé est un des domaines qui a été transféré aux collectivités territoriales aujourd'hui. Donc, c'est du ressort du ministère de l'administration territoriale. Et donc, le ministre même de l'administration territoriale qui était là-bas lors du lancement de la première phase, avec le premier ministre Boubé, on était en train de travailler à ce que ces sages-femmes-là ne retournent pas au chômage après, et qu'elles soient directement récupérées par les collectivités territoriales. Mais bon, le coup d'État... C'est une action de motivation aussi pour ces personnes. Absolument, absolument. Mais entre-temps, il y a certaines qui sont restées, mais qui ont fait le concours d'entrée dans la fonction publique, qui ont passé et qui ont quitté. Mais on avait déjà pris des dispositions pour ça. C'est-à-dire que lorsqu'une sage-femme quitte, elle est déjà remplacée par une autre qui a l'expérience, parce qu'il y avait une grande liste d'attente. Même avec les 223 là, il y avait plus de 1000 postulants. Il y avait plus de 1000 postulants. Donc, c'est en tout cas, et puis on est en train de changer le système de sorte que les collectivités puissent, les insuffisances constatées lors de la première phase, on essaie de les corriger lors de la deuxième fois. Même le système, le mode de paiement des salaires, tout ça. Voilà. Les leçons apprises. Les leçons apprises. Mais bon, c'est sûr qu'il y a encore des difficultés. Parce que moi, j'ai appris que l'État paierait mieux que même le projet. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Professeur, oui. Voilà, pour vous appuyer, je pense qu'il y a un vrai problème vraiment pour le paiement. Parce que je ne sais pas comment ça se fait. Leurs paiements se font, c'est les maires qui les payent ou quoi. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de trop louche autour de leur paiement. Par exemple, il paraît que sur le contrat, il y a 300 000 francs, mais on les donne 170 000 comme ça. Et sur le contrat, c'est 300 000 francs. Et on les donne 170 000. Donc, sûrement, il y a un problème. En tout cas, il y a détournement quelque part, peut-être, quoi. Voilà. Avec les maires, les médecins-chefs, il y a un problème quand même. Oui, donc, oui. Vous avez raison. Nous avons, alors que lors de la première phase, je pense que les collectivités se sont plaintes. Comme quoi, c'est elles qui devaient assurer tout ça. Donc, bon. Oui, c'est ça. Bon, les gens ont peur de prendre leurs responsabilités. Parce que moi, je me rappelle une fois, moi j'ai été dans un système où on voulait faire un truc de réhabilitation. Maintenant, juste il y avait
un gars de la mairie qui est venu, on a échangé un peu. Il dit que nous, on est en train de faire ce travail-là. Alors qu'avant de faire le travail-là, on a déjà informé la mairie, on a déjà informé les chefs du village. Mais il dit que non, normalement, les fonds devraient transiter par eux pour réaliser ce travail-là. Mais moi, je leur dis que moi, j'ai compris. Mais pourquoi transférer les fonds-là? L'essentiel en est que le travail-là soit bien fait. C'est le problème réel des collectivités aujourd'hui. Quand tu fais une activité, normalement, ils veulent que, quand vous dites que c'est sur leurs responsabilités, la responsabilité, ils voient ça directement en ressources. Voilà. Parce qu'ils veulent profiter un peu souvent, quoi. Bon, ça, c'est des réalités, hein. Des contraintes. Moi, je pense que pour le développement d'un pays, il faut mettre fin à ça. Regardez les gens qui sont au sommet, il faut mettre fin à ça. Pourquoi détourner les salaires des gens comme ça? Ça c'est une voie même. Sinon, j'étais avec une de mes cousines aujourd'hui qui était recrutée, qui a démissionné. Bon, Ah bon, hein? Elle est un peu paresseuse, bien sûr, mais c'est elle qui me racontait toute l'histoire, quoi. Par rapport à... Donc, bon, elle a démissionné, elle est un peu paresseuse aussi parce qu'elle voulait rejoindre son mari. Mais quand même, elle dit que le traitement n'est pas bon. N'est-ce pas? Le traitement n'est pas du tout bon, quoi. Oui, ce que tu dis là, c'est très important. Si le traitement n'est pas bon, on va aller plus. Voilà, ils sont en brousse avec... c'est difficile. Et puis même, l'argent ne vient même pas vite, en plus. Voilà. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un Parce problème. que, donc... Je pense que c'est l'une des difficultés majeures. Alors que, ça dit que quand tu évalues, parce que nous, on a utilisé, on a le nombre de CESCOM au Mali. Il y a un outil Camber qu'on a utilisé pour faire des évaluations. C'est-à-dire que les résultats, si c'est pas, bon, vous savez, ça, c'est des problèmes de gouvernance. Si les choses sont faites de façon adéquate, le résultat est extraordinaire. Doter au moins chaque CESCOM du Mali d'une sage-femme. Le résultat en matière d'amélioration sur les indicateurs de santé, là, c'est extraordinaire. Voilà, exactement. Pour vous appuyer là. Oui. On dit qu'il faut lutter contre les décès maternels là. Ouais. Pour lutter contre les décès maternels, il faut des ressources humaines de qualité. Absolument. Comment fait-il que tu peux lutter contre les décès maternels alors qu'il n'y a même pas de ressources humaines? Les ressources humaines qualifiées. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Et donc, quand on a fait l'évaluation, on a vu que c'est l'un des boulots d'étranglement, le manque de personnel qualifié dans ce domaine-là. C'est ce qui a motivé le recrutement de ces agents. Parce qu'on va dire, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans les médicaments, dans la chaîne appro, mais s'il n'y a pas de personnel qualifié, c'est un problème. C'est un problème. Donc, il y a aussi le rôle de l'État en termes d'équipement des infrastructures en fonction du niveau de compétence. Et il faut savoir que l'offre en matière de soins de santé est le reflet de la structure sanitaire. On parlera de panier de biens et services ou encore de paquet minimum d'activité. Chez nous, c'est le paquet minimum d'activité au niveau des CESCOM. Bon, c'est la même question. Pourquoi l'État se préoccupe ainsi de la provision en infrastructure et en équipement sanitaire? Pourquoi? C'est pour souhaiter le défi. Et je vous ai dit, l'un des exemples aussi du SWET qui a marché beaucoup lors de la première phase, c'était l'équipement de 40 CESCOM. L'équipement de 40 CESCOM. C'est-à-dire les panneaux solaires, les adductions d'eau potable et les équipements, je ne dirais pas complets, mais des équipements essentiels dont les tables d'accouchement. C'est ça. Les équipements vraiment que les gens ont besoin. Oui. Si moi je reproche un peu à l'État ou aux partenaires dans les équipements de ces centres-là, que ce soit dans le domaine de santé ou dans le domaine de l'éducation, on oublie le confort des acteurs, des anciens, des agents de santé. Ok. On construit des écoles, on va trouver que les personnes ne manquent pas de logement. On construit des sessions, on va trouver que les agents de santé ne même pas de logement. Comment est-ce que vous voulez que ça? Ça, c'est un point important. C'est un point important vraiment. Non, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est pourquoi, vous voyez, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu en tant que planificateur.
Non, en réalité, ce qu'il dit est vrai. Souvent, quand tu vas partir au niveau, dans les liens là-bas, tu vas voir que souvent, même, même les aides sont des problèmes. Mais quand même, je suis parti dans certains coins où vraiment ils ont pris en compte quoi. Parce qu'ils ont construit. Il n'y a pas de vacances de poste là. Partout, c'est pris en compte. Il n'y a pas de vacances de poste. Il n'y a pas de vacances de poste. Ça, c'est important. Dans le confort du personnel. C'est important. Ça, j'ai été de l'autre côté là. À Baraoui, il y a des choses là-bas. Non, il y avait un professionnel là. Là-bas, quand ils ont fait très bonne construction là-bas. Ça, c'est bien. Et effectivement. Oui. Bon, exactement. Souvent, tu vas voir que même s'il y a construction à cette pour une seule personne, soit les médecins ou des choses comme ça, maintenant, lieu ou bien la sage-femme est de l'autre côté. Non, souvent, c'est des constructions qui ne peuvent même pas bien loger un célibataire. C'est vrai. Non, ça, c'est un élément important. En commune 6. Là, c'est un problème. Donc, ça, c'est un élément à intégrer. C'est un élément à intégrer dans le processus de planification. C'est pourquoi, aujourd'hui, la dernière fois, on disait que le processus de planification doit être participatif. C'est-à-dire, on doit avoir les vrais acteurs. Si, par exemple, vous, ceux qui vivent ces réalités-là ne sont pas intégrés. Tu peux faire la Sorbonne, hein. Tu peux faire tu peux avoir tous les diplômes, mais c'est des réalités qui peuvent échapper. N'est-ce pas? Donc, ici, le financement de la santé. C'est qu'aujourd'hui, dans nos pays, on sait que l'État joue un très grand rôle, ne serait-ce que pour assurer les soins essentiels. N'est-ce pas? C'est pas pour rien que pour certaines catégories de personnes, je parle par exemple des enfants de moins de 5 ans, je parle par exemple des femmes enceintes, je parle par exemple des personnes âgées, n'est-ce pas? Ou même si certains soins ne sont pas gratuits, en tout cas c'est à des taux très très bas, n'est-ce pas? Selon par exemple le revenu de la catégorie d'âge. Parce qu'en matière d'économie, il y a des grandes catégories qu'on considère déjà. On ne fait pas économie de la santé, mais on est obligé de parler d'économie parce que c'est santé et développement, n'est-ce pas? Au Mali, nous avons constaté que en économie générationnelle, et le Malien moyen ne commence à avoir un revenu excédentaire qu'à partir de 27 ans. Non, oui, revenu de travail. Oui, oui, ça c'est l'âge moyen, l'âge moyen disons. C'est la moyenne quoi. La moyenne d'âge. Et quand on parle de ça, il faut aller interroger tous ceux qui travaillent dans le secteur informel. Oui. Vous comprenez? Je ne dirais même pas excédentaire, pas un c'est-à-dire qui dégage un revenu de travail. Avec un peu de surplus. Quoi. Surplus même. Un peu de surplus. Ça dit quoi? Quand on parle de surplus, c'est par rapport à sa propre consommation. OK? Par rapport, parce que si vous avez 27 ans, 28 ans, et que vous avez un revenu de travail, si vous avez un enfant, vous avez une femme, vous avez des parents, c'est clair. L'argent, les dépenses que vous faites pour vos parents, ou bien pour vos enfants, ou bien pour votre femme là, c'est pas votre consommation. C'est la consommation de ces gens-là. En économie générationnelle, c'est ça. Hein? En fait, les frais scolaires de ton enfant là, c'est pas ta consommation. Ou bien, c'est la consommation de l'enfant. Oui, c'est la consommation de l'enfant. Ou bien, mais ça arrive à tes charges. C'est un transfert que tu as fait pour l'enfant. En économie, c'est comme ça. OK? C'est un transfert. Les soins de santé que tu assures pour ta femme là, c'est la consommation de madame. Maintenant, pour parler de surplus, on fait quoi?
les revenus du travail moins la consommation. Vous comprenez ça? Quand on dit revenus du travail, ce que tu gagnes, ça veut dire que ce soit un travail salarié ou non. Parce qu'il y a des emplois non salariés, non. moi, les dépenses. Oui. Et donc, on ne regarde pas par quoi consommation moins le revenu du travail. S'il y a un surplus, hein? Donc, on a fait une moyenne au Mali, ça part de 27 ans, 28 ans, et le Mali commence à dégager le surplus. Et ce surplus-là, malheureusement, à partir de 63 ans, les gens qui sont entre cette tranche d'âge, 27-63 ans-là, c'est eux qui produisent le surplus. Mais tous ceux qui sont en bas de 27 ans, hein, n'ont pas de surplus, ils ont par contre un déficit. Une dette. Oui. Déficit, ça veut dire quoi? Que la consommation est supérieure au revenu du travail. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent, supposons que quelqu'un travaille à 25 ans, ou bien vous travaillez, vous avez un revenu de travail, mais le fait que ce revenu de travail n'arrive pas à satisfaire votre propre consommation là, vous êtes déficitaire. Ok, ça c'est des gens qui travaillent. Mais votre enfant de 4 ans là, est-ce qu'il a un revenu? Il consomme non. Beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive un moment où les gens qui consomment sont beaucoup plus. La consommation est largement supérieure au surplus. Parce que ceux qui produisent le surplus entre 27 ans et 63 ans, le surplus cumulé ne peut pas faire face aux besoins de consommation de ceux qui ont moins de 27 ans. Le pays sera laissé. On est dans ce problème-là. Ça ici, ça fait affaire à la notion de la dividende. Dividende? Oui. Est-ce que vous faites un cours sur la démographie? Donc, je ne rentre pas dans ça. Mais l'année dernière, j'avais orienté un peu mon cours sur là-dessus. Vous avez exactement compris. Vous avez exactement compris. C'est la matière sur laquelle on travaille aujourd'hui. Observatoire national du dividende démographique, comme je travaille là-bas. Donc, c'est une méthodologie qu'on a développée qui permet de voir quelles sont les personnes qui produisent un surplus. Est-ce que ce surplus peut faire face au gap de consommation de ceux qui n'en ont pas? Au Mali, c'est pas. Professeur? Oui? C'est ceux de 27 ans et 63 ans. C'est le Mali ou c'est l'Afrique ou c'est le monde entier même? Quoi? C'est le Mali. Ah non, c'est le Mali, c'est le Mali. Non, est-ce que c'est 27 ans là? C'est-à-dire que c'est loin de la norme ou bien c'est bon? C'est pas bon. En fait, l'âge même là, l'âge n'est pas trop important, mais le volume de production du surplus, l'âge n'est pas trop important. Mais combien les gens qui sont dans le surplus là, entre 27 ans et 63 ans, ils dégagent combien de surplus? C'est ce qui est important. Maintenant, mais je dois vous dire que c'est pas bon. Pour le Mali, c'est pas bon. Pourquoi? Si vous regardez démographiquement la pyramide des âges du Mali, je ne sais pas, vous allez voir que la base là est très large. N'est-ce pas? C'est-à-dire les gens qui sont en bas de 27 ans là, c'est eux qui sont les plus nombreux. Et puisqu'ils ne dégagent pas de revenus en termes de surplus, c'est leur consommation qui prend tout le surplus dégagé par ceux qui dégagent le surplus. Sans compter les gens qui sont âgés de plus de 63 ans. C'est-à-dire les 63 ans jusqu'à 100 ans. Eux aussi, ils sont déficitaires. Donc, tu ajoutes le déficit des gens qui sont âgés et le déficit des gens qui sont en bas là. Vous allez voir que le déficit est très, très, très élevé au Mali. C'est autour de 2000 et quelques milliards. Plus que le budget de la loi des finances. Donc, ça nous met dans un cercle vicieux du sous-développement. Oui, non. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui,
pousse l'État à investir beaucoup pour certaines catégories d'âge. Donc, ce qu'on appelle la consommation en matière de santé. Quand l'État investit pour la population en matière de santé, on appelle ça consommation publique. Mais quand c'est les ménages, c'est-à-dire quand vous payez l'argent, les soins de santé de vos enfants, ou bien de votre femme, ou bien de vos parents, on appelle ça la consommation privée. Parce que la consommation qui vient des ménages. OK? Pour l'État, c'est quoi? Pour l'État, c'est la consommation publique. Consommation publique en santé et consommation privée en santé. OK? Donc, ici, puisqu'on a dit que l'État joue un rôle très important dans le financement. Vous allez voir, c'est pourquoi j'étais en train de citer les enfants de moins de 5 ans, les questions de vaccination, les questions de malnutrition, les questions de prise en charge, les questions de césarienne, tout ce qui est lié à la SRI. On parle de SRI maintenant. Santé maternelle. Hein? Santé maternelle. Oui, santé reproductive, maternelle, infantile, néonatale, nutritionnelle, et je pense qu'ils ont ajouté des adolescents. OK? Donc, sinon, c'est SRI. Hein, maintenant, ils ont dit SRI. Parce que la question aussi de la prise en charge des adolescents la devient cruciale en matière de santé. N'est-ce pas? Oui. Donc, l'État investit beaucoup ici. Alors, c'est pas mal d'investir, c'est parce que pour assurer, pour maintenir l'état de santé de cette catégorie de la population. Mais le problème qui se passe, c'est que ces investissements au regard du volume de la population et au regard des capacités financières de l'État est non seulement insuffisant, mais cet investissement aussi se fait au détriment d'autres investissements productifs. Vous comprenez? Si ce n'était pas le cas, l'État allait avoir des marges et ces marges-là allaient être investies dans ce qu'on appelle les investissements productifs. Par exemple, le fait de créer des emplois. Dans le secteur agricole, dans le secteur industriel, ou dans le secteur tertiaire. Investir dans le domaine de la santé, c'est bien parce qu'on veut assurer un capital humain de qualité. Mais le problème qui se pose à nos États, c'est que, comme on le dit là, ça dit du bois aussi, quoi. Ça dit que les données peuvent faire quoi, mais on ne le connaît pas. Parce que le fait que tu es en train de suer sous la pluie. Donc tu veux mourir, mais les gens ne savent pas. Combien? Donc l'État fournit beaucoup d'efforts ici, mais cet effort-là n'est pas insuffisant à cause du volume du poids démographique de cette population ici. Et c'est là au détriment d'autres investissements. Ici, c'est les investissements sociaux. C'est-à-dire tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, et autres, c'est des investissements sociaux. Donc, l'investissement est bien mené à cause de la structure d'âge de la population. Hein? Cet investissement s'est fait au détriment des investissements productifs. On fait beaucoup d'investissements dans le social. D'abord, le recrutement même du personnel. Et regarde les bourses des étudiants, c'est beaucoup. OK? Est-ce que c'est beaucoup? Ah non, mon frère, c'est énorme. C'est que l'État dépense. C'est que l'État dépense. Oui, c'est énorme. Ça veut dire que si peut-être que c'est quelque chose que je comprends. La répartition des ressources de l'État selon les sous-domaines de la santé. Si vous regardez, vous allez voir les charges du personnel, les charges qui sont accordées aux infrastructures, et quand vous allez voir qu'il y a un problème. Ça vous permet de voir tout de suite le problème. On met beaucoup dans les salaires, on met beaucoup dans les bourses, on met beaucoup dans mais pas. Donc, l'effort de l'État est quelque part dans le secteur de la santé seulement est insuffisant. Alors que
Docteur Maréco, s'il vous plaît, votre micro. Ok, vous comprenez? Donc, ici, c'est juste pour dire le rôle que l'État joue dans ce domaine-là. Mais on peut revenir encore sur la question d'économie générationnelle dont j'ai parlé. En matière de dividendes démographiques, on met l'accent sur le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Moi, il y a une question quand même. Oui, allez-y. Par exemple, Sané, et quand tu prends le système des Andes au Mali, quand tu dois former les gens, non seulement, par exemple, quand je prends l'exemple, vous aussi, vous faites partie, quand vous devrez aller à Ségou, par exemple, pour former les agents de santé à Ségou, vous allez voir que pour chaque agent de santé, non seulement ils seront formés sur les produits, qui va améliorer la prise en charge, mais aussi vous allez payer aussi des premiers. Est-ce que c'est, comment dirais-je là, ça c'est relatif au Mali ou bien c'est au niveau de la sous-région? Ok, moi j'ai compris votre question. Voilà. Le PERDIEM, s'appelle frais de subsistance. C'est ça le vrai nom du PERDIEM. Tu n'es pas chez toi. On te donne de l'argent pour être logé et te nourrir. Oui. C'est ça le PERDIEM. C'est le Malien qui a mis ça autrement. C'est ça? Oui. Tu pars à Ségou, tu n'as pas quelqu'un là-bas qui doit être logé obligatoirement dans une structure d'accueil. Il doit être payé. Oui. On donne normalement la moyenne. Le minimum pour avoir un hôtel à Ségou, c'est 8. N'est-ce pas? Oui. Donc, 15 000 francs la moyenne. Voilà, 15 000 francs la moyenne. Oui. Maintenant, je veux dire que ce PERDIEM-là est obligatoire. Et ça, c'est partout au monde. Quand un Américain doit venir au Mali, là, on lui donne les moyens pour ça. Oui. N'est-ce pas? Et les moyens conséquents. Ça permet d'abord de vivre et d'être dans les conditions de travail. Et les gens qui sont ici, les gens qui sont à Ségou ne méritent pas de PERDIEM. Si tu es de Ségou, là, je ne parle pas d'être à Baraouli ou bien dans une autre localité. Parce que quand tu es dans une autre localité différente de la ville de Ségou, tu n'es pas résident. Oui. Tu n'es pas résident. Moi, je suis de Sikasso. Mais si je dois aller en mission à Kadjolo, je ne suis pas résident à Kadjolo. Donc, moi, je suis non résident. On doit me donner un PERDIEM. Maintenant, PERDIEM, là, c'est pour me permettre de prendre un hôtel et puis manger. Mais les gens utilisent ça autrement, ce qui fait qu'on a du mal à comprendre. Ça, c'est un. Légèrement, peut-être avant de donner la parole, tellement que les gens ont compris que c'est à travers ces genres d'activités qu'il faut gagner. Oui. Voilà, merci. Hein? On abuse. On a fait trop d'activités où on veut donner des PERDIEM aux gens, alors que c'est des activités qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas chaque fois ces déplacements. OK? Ce que vous dites là, c'est réel. Je sais, l'argent qu'on investit dans des ateliers au Mali, c'est trop. Voilà, souvent. Mais généralement, derrière ça, je vais avoir les répondre en disant que ces formations de bilan, comme on l'a dit, dans la loi des finances, il y a des activités qui sont financées dans les ministères. Je crois que c'est simplement un partie. Aujourd'hui, ces formations que nous agents qui sont dans les différentes activités, il y a des formations qui tu devrais dire, merci. Pour de ta carrière, tu devrais dire la nouvelle formation des optants 4 fois. C'est qui devrait progresser. Absolument. Moi, je pense que si l'État avait su créer, comme au niveau des militaires, créer des systèmes, comment on appelle ça, un plan de carrière, ça veut dire que quand vous rentrez en fonction de vous commencez par là, voilà, à cette étape de formation, vous allez passer des thèmes pour vous. Les gens ne peuvent pas les perdre dans ces ateliers-là. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ces ateliers, on sait que juste pour avoir de l'argent. Donc,
Donc les gens sont obligés de réclamer. C'est vrai. Nous, on a eu même à faire la guerre avec la protection des enfants. Imagine pour celui-là qu'on nous envoie comme formateur de ces formes, former des médecins, mais sur la nutrition. Nous, sur la presse, ils sont venus, ils sont formatés, je sais pas si et là, à un moment, on leur dit, est-ce que vous pouvez nous donner la fiche de proctologie? C'est toi qui me dis, on est dans une formation de nutrition, on n'a pas parlé de fiche de proctologie. Ça, c'est un exemple, je vous ai dit. Oui, je comprends. Mais la séance, elle est restée. Bah, il dit, mais comment c'est dit que c'est vous qu'on a envoyé pour formateur? Oui. Vous dire que souvent, c'est des trucs vraiment ça me va pas. Comment tu peux envoyer ça pour former un médecin? C'est pas pour manquer de ressources, mais vraiment, déontologiquement, ça ne tient pas du tout. Et comme nous, on a dit que là sont les transfusions pathologiques de la malnutrition, on a dit, mais vous connaissez que nous C'est ça. De répondre à cette échelle. Absolument. Absolument. Non. Dans les types de planification, surtout c'est la fin de l'année. Hein, les plans de travail avec les partenaires vont commencer. Et ça va être la guerre. Ça va être la guerre parce que les gens vont demander beaucoup de formations parce qu'ils savent que c'est dans ça qu'ils gagnent. Les partenaires qui sont réticents là, avec moi-même. Parce qu'ils vont dire, comme vous l'avez dit là, tous les ans, c'est les mêmes formations, mais il n'y a pas d'amélioration. C'est ça qui ne fait pas. Exactement. J'ai dû faire une formation sur moi, il faut quitter Bronco pour combattre la chose. Oui, c'est ça. Diapsis, là, ça court. Toutes les formations de allez voir la classe, le cas sacré, allez voir les Oui, c'est juste pour. En fait, ça, c'est un problème de gouvernance. Il y a beaucoup de ressources qui sont injectées dans ces formations collectives. C'est du gaspillage. Mais c'est un problème réel. On doit mettre fin à ces gens de choses. Professeur. Oui. Moi, je pense que tout ça, là, c'est parce que les gens n'ont pas un salaire conséquent. J'allais en venir aussi. Hein. J'allais en venir. Ok. Voilà. En fait, il y a ça aussi. L'État fait semblant de payer les gens. Mon cas, je vous assure que je ne fais pas 3 jours si je ne dis pas, ben, est-ce qu'il faut rester? Non. Non, je peux vous dire ça. En fait, moi, je ne suis pas aussi discret que ça. J'ai goûté l'argent des projets. Vous voyez, je suis tellement d'accord avec vous. C'est Hervé qui a dit ça? À Boudou, vous avez parfaitement raison parce que moi, j'avais 1,3 million quand j'étais dans un projet. Et j'étais même pas... J'étais cadre, en fait, mais je n'étais pas dans le management. J'étais expert seulement. C'était 1,3 million net. Mais quand je quittais, je n'avais pas 300 000 pour aller. Ouais, non, donc j'avais 1,3 million. Et je vous assure que quand on faisait des ateliers à Bamako, on dit il faut prendre les 10 000 francs frais de déplacement. Les gens faisaient le long rang là. Moi, je n'ai pas fait. Je n'attendais pas. Oui, je n'attendais pas parce que je me dis non, ça, je ne peux pas. Les gens considéraient comme ça, comme de l'orgueil, mais j'ai dit, mais je vais à cause de 10 000 francs, je vais attendre pendant combien d'heures? Souvent, il m'appelle au téléphone, comme il y avait les numéros sous la liste de président, j'ai dit, bon, tu as 2 possibilités. Soit tu m'envoies par Orange Money, hein, ou bien toi-même tu trouves une solution à ces 10 000 là. Il dit, non, tu dois émarger. Je dis, bon, je t'autorise à émarger mon nom que tu prends. Je dis, ah, donc c'est compliqué. Je dis, bon, moi, en tout cas, je ne viens pas. Je ne me déplace pas à cause de ça. Mais, quand j'ai quitté ça, avec ma responsabilité, j'ai vu que
j'ai commencé, les 10 000 francs ont commencé à m'intéresser. Poudo, ce que vous avez dit là, c'est vrai. Hein? Oui. Donc, en fait, les gens... Donc, professeur, vous acceptez de faire le rang, quoi. Non, maintenant, là, je le fais. Hein. C'est-à-dire pour dire que... mais, en fait, cette année, j'ai eu des opportunités où je ne dormais pas la nuit. Je venais d'être nommé à mon poste. Je n'avais pas encore mon premier anniversaire à ce poste. J'étais adjoint. J'ai eu un poste où c'était mieux payé 2 fois que les 1 million %. Je vous assure, on me proposait 2 150 000 de brut. J'ai calculé, je devais avoir 1 800 comme ça net, quoi, avec d'autres avantages. Je consultais. Les gens étaient divisés. Mais moi, je ne dormais pas. Parce qu'au même moment, je n'avais pas 500 000 francs. Même maintenant, y compris tous les avantages d'un traité. Non, les gens disent non, ce n'est pas l'argent, mais certains ont dit non, c'est moi, je ferme les yeux. Donc, j'avoue que j'ai passé des nuits blanches, quoi. Parce que je me suis dit, mais 1 800 000. Le salaire est fait, je viens prendre 800 000 francs, il reste encore 1 million à temps. Et quand j'étais au projet, il m'arrivait de prendre 3 fois 250 000 francs, c'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, il y avait le reste de l'argent dans mon compte, quoi. J'ai dit que ce n'est pas pareil. Et maintenant, quand on me paye là, je suis inquiet. Parce que je ne sais même pas comment je vais utiliser ce salaire, quoi. Ça ne peut pas faire. Parce qu'en économie, on dit que la consommation augmente avec le revenu. Mais quand tu as un certain niveau de consommation, et même quand ton salaire va baisser, c'est difficile que la consommation baisse. Exactement, c'est difficile, très difficile. Donc, on est dans ce piège-là. Je suis dans ce piège-là aujourd'hui. Et j'avais des consultations, ce qu'on appelle des mercenariats. Maintenant, mon temps ne me permet même pas. Même pour venir ici, c'est un problème. Donc, ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Au fait, la solution, c'est d'améliorer les salaires des travailleurs. Mais en évitant de détourner l'argent par-ci, par-là. Oui, mais quand tu prends, c'est vrai, il faut améliorer les salaires. Oui. Mais quand tu prends l'exemple sur les passeras du Mali, par exemple, qui sont les mieux payés, mais en réalité, pour trancher certaines verdicts là, tu vas voir toujours, ils vont toujours chercher de l'argent. Oui. Non, mais en fait, souvent, on prend l'exemple seulement sur une corporation comme ça. Peut-être que, par exemple, moi, mon cas, je vous ai dit, peut-être que ça allait venir après, mais je n'étais pas intéressé par d'autres raccourcis, quoi. Pourquoi toi, tu as je trouvais que 1 300 000, ça me suffisait. Pourquoi vous avez laissé ça? Bon, ça, c'était... C'est pour des questions d'avenir, quoi. C'est disant, carrière, je vais apprendre. Les gens m'ont dit non, tu es trop jeune, il faut apprendre. Et pourtant, vous avez très bien fait. Parce que moi, je connais une personne. Il était chef quelque part, là, il a laissé ça pour aller avec une ONG. Malheureusement, pour lui, les choses l'ont mal tourné. Et lui, il n'a même pas pu avoir son poste après. Mais tout ça n'a pas fait jusqu'à présent. C'est vrai. Mais bon, dans l'administration malienne, c'est pas tous les jours on a des opportunités d'être adjoint. C'est vrai, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Bon, et puis je me suis dit que peut-être que les mêmes opportunités vont être offertes, quoi, dans l'avenir, quoi. Mais j'ai vu que j'apprends beaucoup aussi dans ce poste. Oui. Donc, on va continuer. Bon, ce cours-là, je pense qu'on l'a déjà dit dans le brainstorming là. Ici, c'est le contrôle, comme vous l'avez dit. L'État contrôle en permanence les prix aussi du secteur de la santé. Et peu importe le type de système de santé, les prix des prestations sanitaires sont le résultat d'une négociation entre les pouvoirs publics et les professionnels de santé.
Et je pense que c'est pareil au Mali aussi. N'est-ce pas? C'est vrai que il y a un peu de libéralisme autour de ça. Par exemple, si vous partez dans les pharmacies, vous allez voir que souvent les mêmes produits n'ont pas les mêmes prix. Hein? C'est des choses qui ne doivent pas arriver si l'État joue bien son rôle. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, il y a la libéralisation parce que le ravitaillement du marché et les sources d'approvisionnement font la différence. C'est pas comme le marché du textile. C'est intersensible. OK? De même qu'on doit contrôler la qualité des produits qui sont sur le marché. La même chose, on doit contrôler aussi le prix. Ça, c'est un. De deux, il y a pour certains produits spécifiques et essentiels, j'ai fait une évaluation sur les ressources financières que l'État et ses partenaires ont injectées dans certains produits au Mali, les produits de santé de la reproduction, pour le compte du Fonds des Nations Unies pour la population. Les 3 dernières années, c'est moi qui faisais cette évaluation. J'ai vu qu'il y a un sérieux problème au Mali par rapport à ça. Parce que ça, là, les prix là ne sont pas maîtrisés par l'État. Parce que quand on dit les prix là, il s'agit des prix au niveau des structures publiques, mais également les prix au niveau des structures privées. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont subventionnés par l'État. Ouais. Mais en dehors même de ces subventions, l'État doit pouvoir dire combien. Par exemple, si, comme on le fait avec certains produits de première nécessité, comme les antipalydiques. Les antipalydiques, on sait que même si vous payez cher, on ne veut pas que vous vendez au-delà de tel prix. Et le reliquat, c'est l'État qui vous donne. Pourquoi? Puisqu'on connaît le revenu du Malien moyen, pour permettre à la population d'accéder à ces produits-là, connaissant un peu le profil de santé du pays. Par exemple, aujourd'hui, au Mali, on sait quelles sont les maladies qui tuent le plus fréquemment. Oh ben, ça c'est connu. On connaît ça. Donc, les produits qui aident à améliorer l'état ou bien à guérir ces maladies-là, l'État doit avoir un regard de contrôle sur les prix de ces produits pour permettre à la population d'accéder à ces prix. C'est pourquoi vous allez voir que si ce n'est pas le cas, beaucoup de personnes vont mourir parce qu'ils n'ont pas accès à ces produits-là. Si vous partez dans certains hôpitaux, si on vous dit que l'étiquette sera parce qu'à Massaka, franc sera. Hein? Pour quelqu'un comme nous, peut-être qu'on comprend. Mais certains vont dire, est-ce que vous voulez le voir? D'autres vont dire que, bon, cacher des bananes. Mais c'est. Non, mais c'est réel. Il y a des gens qui meurent à cause d'un produit de 10 000 francs. Ouais. Même moins que ça. Voilà. Je me rappelle, quand j'étais au second cycle, une fois, ma maman n'était pas capable de payer de la paracétamol. C'est-à-dire que les produits par terre, au village là, je n'ai pas oublié ça. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas 50 francs pour payer des produits par terre, ce qu'on appelle la paracétamol. Et ça, c'est une réalité. Je suis venu la trouver, elle dit qu'elle a mal à la tête. J'ai dit, mais il faut qu'elle aille payer. Il y a un boutiquier qui vendait des produits par terre. Elle dit qu'elle n'en a pas. Et moi, je n'avais pas 50 francs ce jour-là. Je n'ai pas oublié ça. Donc, je me suis dit que si c'était quelque chose de plus grave que ça, et qui devait avoir raison sur ma maman, c'était difficile quand même. Donc, oui, ça dit qu'un État sérieux doit avoir un regard sur la qualité des produits, mais également sur le prix. Bon, comme je vais vous demander, à la lumière de tout ce qu'on est en train de dire là, quelle analyse faites du rôle de l'État malien par rapport à ça? Vous avez dit, l'État doit assurer une répartition égale sur le territoire en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines, en termes de financement, ainsi de suite. Alors, est-ce que selon vous, le Mali, l'État malien le fait? Ainsi de suite. Est-ce que l'État malien assure un contrôle de qualité sur le produit?
à quel niveau? Et est-ce que l'État malien arrive à assurer un contrôle des prix sur les produits? Et à quel niveau? Ça, c'est une analyse. Hein, j'avais mis ça, mais après j'ai enlevé. Analyse du rôle de l'État malien par rapport à toutes ces rubriques-là. OK? Donc, l'intervention de l'État se situe à plusieurs niveaux par rapport aux matériaux biomédicaux. Et c'est là, parce qu'avant l'arrivée d'un nouveau médicament sur le marché, l'État impose qu'il soit soumis à toute une série de contrôles. Ce n'est pas pour rien que vous avez les structures de contrôle. Ouais. Telles que quoi? Hein? Oui, la douane, mais je parle dans le domaine de la santé. Tel que le laboratoire national de la santé. Laboratoire national de la santé. C'est important. Et je dois profiter. Vous allez dire que je suis en train de vendre le projet SWET. En fait, c'est parce que j'ai participé à tout le processus d'élaboration. La phase 1 du projet SWET a équipé le laboratoire national de santé avec, je peux dire, presque tous les équipements normes pour avoir la certification ISO internationale pour le contrôle des qualités des produits. Ils avaient tous les problèmes. C'est une structure qui manquait de tous les équipements. On ne s'est pas limité seulement à l'acquisition des équipements, mais on a formé le personnel à l'utilisation de ces équipements aussi. Le souhait d'affaires comme ça. Ça, je dis ISO international, certification ISO. Pour dire que quand le laboratoire national du Mali va contrôler un produit, c'est-à-dire que c'est égal à la norme en France. On a fait ça. Maintenant, pourvu que tout ça, ça va être continué. La relève, quoi. C'est ça. Donc, au-delà de ces contrôles, il y a tout ce que vous appelez aussi les essais cliniques, les effets secondaires potentiels sur ces produits-là. On a parlé des prix. Et veille au respect des délais d'expiration aussi des brevets pharmaceutiques. N'est-ce pas? L'État doit veiller à tout cela. OK? Voilà. Et le stockage aussi. Absolument. Absolument. Parce que le stock qui est là, il faut que ce stock soit quand même dans les conditions meilleures et puis voir aussi les délais. N'est-ce pas? Voilà. L'État contrôle en permanence les prix du secteur de la santé. Ah, on avait vu ça. Voilà. Toujours par rapport aux matériaux biomédicaux, on dit que partout dans le monde, c'est la promotion des médicaments génériques. Accès aux innovations. Le DCI, là. Oui, le DCI. En Afrique, c'est la stratégie des médicaments essentiels. C'est ça que vous appelez DCI, non? Voilà. Bon, on sait que même si les usagers payent une redevance fixée par le partenaire en soins, l'État joue un rôle important. Et la tarification que les usagers payent tient compte de plusieurs choses. Il y a les prix appliqués qui sont dits réduits et non abordables pour réduire les inégalités. L'État a prévu des mesures d'exemption, par exemple. Par exemple, les produits contraceptifs. Je vais prendre un exemple sur ça. Vous allez voir que Bamako, on sait qu'à Bamako, les gens n'ont pas de problème d'accès en termes de
des produits contraceptifs parce qu'il y a la disponibilité, il n'y a pas de problème de distance et les gens, en termes de niveau de revenu, si vous prenez le revenu moyen de Bamako, c'est beaucoup plus élevé que le revenu moyen d'autres localités. Peut-être à part Kidal. C'est bizarre. Hein? C'est une exception. Hein? Oui, on a vu ça dans la comptabilité nationale, dans les comptes économiques. Le revenu de Kidal, par habitant, est très élevé. Et comme le revenu est capté à travers la consommation, c'est des gens qui consomment beaucoup, n'est-ce pas? La viande, les laits, tout ça, et les produits de confort, ils ont un niveau de vie très élevé. On a vu ça. Et donc, ce n'est pas les mêmes critères qu'on fixe. Oui, non. On va, par exemple, pour certains produits, là, on va réduire conséquemment les prix pour permettre aux populations d'y accéder. N'est-ce pas? Et il y a beaucoup de partenaires qui appuient l'État dans ça. Okay. Tels que les projets, les ONG et autres. Souvent, on donne gratuitement, souvent, on donne à des prix qui ne veulent pas dire gratuit. Parce que tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu ne veux pas lui dire que c'est gratuit, tu fixes un taux forfaitaire. Oui, parce que si c'est gratuit aussi, ça peut amener d'autres. Voilà, les gens peuvent dire que c'est parce que ce n'est pas de la qualité que vous êtes venu les donner. Oui, et les jours où tu te retrouves aussi, s'il n'y a pas un plan de sortie là, tu vas créer des populations. Exactement. Absolument. Parce qu'il faut tenir compte aussi de la sociologie de la population. Sinon, au Mali, là, quand tu donnes quelque chose gratuitement, généralement, les gens ont tendance à dire que c'est bon. Oui. Hein? Quand j'étais à Vajangara au début de notre clinique mobile, là, nous étions confrontés à ces problèmes. Quand les participants disent que réellement, est-ce que c'est des bons produits parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Les gens même qui ont dit que non, c'est pour initier les vaccins Covid. Là. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Bon. Au Mali, on connaît, c'est la principale centrale de distribution des produits, c'est quoi? C'est la PPM, la pharmacie populaire. Voilà. Les notes diffèrent selon les États. Maintenant, le concept de la stratégie des médicaments essentiels, c'est une stratégie qui vise à promouvoir l'utilisation rationnelle des médicaments génériques essentiels venant à substituer à un grand nombre de préparations commerciales de marques superflues et d'un prix de vente excessif. Les DCI dont vous avez parlé. OK? La SM, stratégie des médicaments essentiels. SME. Hein? Voilà. C'est pour permettre, l'objectif c'est de permettre à une grande partie de la population d'accéder à des médicaments à des prix relativement bas et pour réduire ce que j'ai dit, les inégalités d'accès. OK? Oui, pour avoir une bonne couverture sanitaire. Absolument. Moi, il me reste 3 diapositives. Bon. Il faut les achever. Ou bien les camarades. Les médicaments essentiels sont des médicaments dont l'efficacité est prouvée et qu'on le considère comme indispensable et suffisant pour constituer une pharmacopée permettant de traiter l'ensemble des maladies, hormis quelques rares exceptions. Et les médicaments génériques sont des produits, ça vous connaissez, important le nom officiel, c'est-à-dire la domination commune internationale, DCI, indépendamment du fabricant ou du vendeur, alors que le nom commercial est choisi par le fabricant. On est d'accord, non? Le nom générique est établi directement par le nom générique est établi par le nom commercial est établi par le fabricant et le nom générique par non, le nom générique. Le nom générique est fixé par qui?
L'OMS. Vous ne lisez pas, hein? C'est l'OMS. Par l'OMS. L'immixtion de l'État dans la politique de santé est sans précédent. Et le rôle qu'il joue, à quelque niveau que ce soit, reste prépondérant. C'est-à-dire au regard de tout ce que nous avons vu. Ça, c'est la conclusion. Oui, l'État joue un rôle très important. Moi, je dis la question, est-ce qu'au regard du rôle que l'État doit jouer dans tout ce que vous avez dit, pensez-vous que l'État malien, quelle est l'analyse que vous faites par rapport au rôle de l'État malien dans la politique de santé? Ça, c'est une question de recherche. Vous allez formuler. Oui, il faut mettre ça. Au regard du rôle prépondérant de l'État. Au regard du rôle prépondérant de l'État dans la politique de santé, au regard du rôle prépondérant de l'État dans la politique de santé, quelle analyse faites-vous? Quelle analyse faites-vous du rôle de l'État malien? Quelle analyse faites-vous du rôle de l'État malien dans la dite politique, dans cette politique-là? Quelle analyse faites-vous du rôle de l'État malien dans cette politique-là? Donc, vous comprenez, non, la question? Ça, c'est le standard. On a dit, quel qu'en soit les types de systèmes. On a vu le rôle de l'État dans la politique de santé. Maintenant, est-ce que vous pensez que, au regard de ça, quelle appréciation et quelle analyse faites-vous du rôle de l'État malien? C'est ça la question. On avait dit le rôle de l'État malien, c'est le financement de la formation. Bon, on va résoudre les formations. Maintenant, l'autre question, c'est à la lumière des cours que nous avons vus, c'est-à-dire le premier module et ce que nous venons de voir, faites une analyse diagnostique du système de santé au Mali. À la lumière du cours, faites une analyse diagnostique du système de santé au Mali. Ça, c'est le début des travaux pratiques. On va continuer avec ça jusqu'à la fin de ce module-là. Quelle analyse? C'est écrit au tableau. Ça, c'est écrit au tableau. À la lumière du cours, faites une analyse diagnostique du système de santé au Mali. OK? Et je dis NB, utilisez la matrice SWOT. Pour faire forme. La matrice SWOT. SWOT ou bien SWOT? SWOT. Je pense que là, ça va être T. T. SWOT. Bon, je devrais même pas mettre SWOT. Je devrais me limiter à l'appellation française. La SWOT, ça, c'est en anglais. La forme, c'est force, faiblesse, opportunité. C'est ça. Force, faiblesse, opportunité et menace. Force, faiblesse, opportunité et menace. Vous faites une analyse diagnostique du système de santé. Et ça, en anglais, cette question-là, donc faites la matrice a accordé le nom de celui qui a inventé. Oui. Hein? Oui. C'est SWOT, quoi. Le P, là, il faut remplacer sa partie. C'est SWOT. Oui, c'est ça. SWOT. Oui. Merci. Okay.
Il faut corriger à votre niveau. OK? Ok, ok. Donc, vous avez compris la question? Analyse diagnostic du système de santé. Et ça englobe de tout. C'est-à-dire que ce qu'on a vu le cours passé est ça. Si vous voulez, vous pouvez laisser la première question. Répondez à ça. OK? Ok. Donc, ça, c'est très intéressant. oui, bon, moi, j'aime pas trop les théories. Oui, oui, non, arrêtez, c'est très beau. C'est très beau. On va faire ça. Oui. Et vous allez voir. Hein? Quand on va corriger ça là. Ça va être déjà, si on corrige bien ça va, ça va être un des objectifs atteints de ce contenu. On fait l'analyse diagnostique. Bon. Quand on fait l'analyse diagnostique, je vais vous donner encore autre chose par rapport à ce qu'on a fait. OK? Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Et quoi? Quand on va faire l'analyse diagnostique, la système de santé, là, je vais vous donner une autre suite de travaux. Il est à ça. La solution? La solution. Voilà. C'est ça. Et donc, vous êtes en train déjà de faire. On n'a pas bien entendu. Après, c'est la solution qu'on doit proposer. Oui, mais je ne vous ai pas dit de proposer ça d'abord. Hein. Attendez pas. Oh. Hervé. Je dis, après ça, oui. À la suite de ça, là, je vais vous donner encore une autre question. Oui. La suite logique de ça. Quoi. OK. Et au bout du rouleau, vous allez voir que vous êtes en train de concevoir une politique, un programme, un projet de santé. Ouais. D'accord. On peut